Bienvenue à cette édition du 12 mars de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, une séance publique du conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine avait lieu cette semaine. Les élus sont entre autres revenus sur le bureau gouvernemental annoncé pour la ville d'Alma visant la décentralisation des employés du gouvernement du Québec. Une lettre signée d'anciens et de présents élus a été publiée la semaine dernière. Bon nombre d'entre eux étaient présents pour appuyer les propos de la MRC. Donc, je remercie beaucoup les gens qui se sont déplacés pour venir appuyer la démarche de notre MRC, de notre territoire, de notre communauté, en fait. On veut tout d'abord, dans cette résolution-là, je veux souligner quand même la grande ouverture du gouvernement actuel de décentraliser des postes de fonctionnaires en région. Et de vouloir envoyer des fonctionnaires en région, on trouve ça très louable et on est très heureux de cette décision-là. Et on espère par la suite, par contre, que les pouvoirs décisionnels vont aussi suivre dans les régions et non seulement des emplois avec sans pouvoir, si on peut dire. Mais cependant, on n'est pas tout à fait d'accord avec la façon dont ça a été fait. Et pour moi, les explications qu'on a reçues, non, ça ne tient pas la route. Les gens devront se présenter 2 jours semaine pour avoir parlé à l'attaché politique du premier ministre. Les gens vont devoir se présenter 2 jours semaine au bureau. Et c'est complètement impensable de penser que les gens vont venir s'établir chez nous pour être obligés de voyager 2 jours semaine, 1 heure de route aller, 1 heure de route sur le retour, pour aller pointer au bureau d'Alma. Hein? Puis imaginez-vous si c'est des personnes de l'extérieur qui obtiennent ces postes-là, quelqu'un de Trois-Rivières, quelqu'un de Sherbrooke, peu importe, décide de venir voir c'est quoi les grandes régions, les grands espaces, voit un poste à Alma, va aller s'établir à Dolbeau-Mistassini ou va aller s'établir à Alma? Ça saute aux yeux que les gens vont aller à proximité du bureau gouvernemental partagé. Une personne qui n'a pas d'attache ici va aller s'établir directement dans des endroits comme ça. Donc pour nous, ça ne tient pas la route. Nous, on veut vraiment que ça soit vu d'une façon différente, qu'il y a des bureaux. De toute façon, c'est un bureau physique qu'il faut, ce qu'on comprend, là. Pourquoi pas un bureau gouvernemental partagé dans notre milieu? Puis je tiens de mentionner les municipalités. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On veut discuter, on veut voir, on peut-tu être impliqué dans ces démarches-là, des bureaux de coworking? Il y a plein de choses de possibles. On sait qu'il y a des enjeux de sécurité dans les bureaux gouvernementaux, mais aujourd'hui, avec l'informatique, à peu près tout est possible. Donc, on tend à main. Puis on veut rencontrer la ministre, puis on veut voir comment on peut avoir plus de souplesse dans le déploiement de ce programme-là. Parce que de ce qu'on a vu, là, ça ne tient pas la route actuellement, les explications qu'on nous a fournies. Puis, M. le Préfet, pour aller pour vous appuyer, faire du pouce avec vos arguments, c'est quand il invoque Alma et le centre, pourquoi quand on regarde dans les 14 autres municipalités qui sont complètement aux extrémités des régions, pourquoi eux, puis là, ici, ils disent Alma, il fallait que ça soit centré. Puis en plus de ça, l'indice de vitalisation, que c'est une statistique gouvernementale, que normalement, la ministre Lebel aurait dû aller vérifier ces critères s'ils s'appliquaient bien à son choix. Mais comme on a pu voir et on a pu constater, c'est que c'est des décisions politiques, d'après moi. Ils sont allés d'avant, ils n'ont pas eu de consultation. Et la directive, sans me tromper, ça partit d'en haut, ça s'est ramassé en bas. Il m'a mentionné qu'il a reçu la nouvelle en même temps que nous autres. Donc, la consultation n'était pas trop forte. On sait que nos unions municipales, là, soit le FQM ou l'UMQ, n'ont pas non plus vraiment été consultées sur les mécanismes. On s'entend que sur le principe, c'est fantastique d'amener des fonctionnaires en région. Là, on le demande depuis longtemps. Mais c'est dans la façon de le faire que ça n'a pas été très, très habile puis que ça crée des inéquités. En voulant régler une inéquité interprovinciale, en amenant des fonctionnaires dans les régions, on a créé des inéquités intra-régionales en favorisant des municipalités plutôt que d'autres. Si Alma est dévitalisé ou il est vrai pauvre, ben nous autres, on est dans le jungle. Mais en même temps, on est dévitalisé au niveau de la vitalité économique, mais regardez les services qu'on a chez nous. On n'a rien à envier à aucun autre milieu. Les élus ont également décrié le choix de la SQ de ne pas vouloir fermer les rues pour le challenge cycliste des Bleuets, mettant ainsi l'activité en péril. Ils nous ont informé tout simplement qu'il n'y avait pas l'intention d'accompagner le challenge des Bleuets, challenge cycliste, qui représente pas loin de 250 inscriptions. Peut représenter jusqu'à 3 nuitées à l'intérieur de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, vous comprendrez que ça va amener des retombées économiques au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, qui est non négligeable. Par le fait même, en refusant ou en nous donnant cette réponse-là, en considérant qu'ils ont mentionné que c'était des nouvelles normes à partir de cette année, on n'a pas de solution B à cette situation-là. Seule la SQ a l'autorisation de faire l'arrêt de circulation au point critique sur les routes régionales. Challenge cycliste, c'est une compétition amicale de cyclisme, mais qui est regroupée en pelotons et qui utilise les routes régionales.
Donc, on est obligé d'avoir une escorte. Compte tenu de tout ça, M. le Préfet, c'est que ça vient mettre en péril cette activité économique-là. Ils nous ont mentionné qu'ils avaient choisi une seule activité, c'était le Grand Défi Pierre-Lavoie. De leur part, ils nous ont avisé que cette activité-là, pour eux, c'était important. Donc, encore une fois, il faut se battre dans le nord du lac Saint-Jean pour garder nos activités récréo-touristiques et qui a des grosses implications. Donc, on demande une résolution d'appui, comme quoi qu'on demande aux représentants de la SQ de revoir leurs décisions. Et si possible, pas si possible, il faut que ce challenge-là se maintienne cet été. En plus, nous avons présentement, selon la présidente, pas loin de 175 inscriptions au moment où je vous parle. Là, déjà. Présentement, et cette activité-là se fait dans la fin de semaine de la fête du travail. Donc, vous comprendrez que pour ces organisateurs-là bénévoles qui organisent une grosse activité, des grosses retombées économiques, ils sont tombés un peu en bas de leur chaise en disant « aidez-nous ». Donc, c'est l'appui qu'on demande ce soir à la MRC. On veut avoir des services. C'est inacceptable que ce soit la SQ qui décide d'une façon unilatérale c'est quoi nos priorités dans notre milieu quant aux activités récréatives, mais touristiques, parce que oui, c'est une activité économique importante, mais c'est une vitrine. Hein? C'est toute une vitrine qu'on se donne. Il y a 250 personnes qui viennent chez nous, qui vont repartir chez eux pour faire la promotion de la véloroute, la promotion de nos milieux, de nos attraits touristiques. Donc, ça a une très forte valeur aussi. Donc, pour nous autres, c'est inacceptable cette décision-là. On vise à la décrier via cette résolution. On espère qu'on va être entendu. Mais M. Guy, on va rester en contact pour voir la suite des choses. Le CFP du Pays des Bleuets met de l'avant son programme de reconnaissance des acquis. Le programme RAC permet aux personnes ayant déjà de l'expérience sur le marché du travail d'obtenir un diplôme plus rapidement en faisant moins de modules. Le conseiller pédagogique Bruno Côté et le directeur François Delisle nous donnent plus de détails à ce sujet. La reconnaissance des acquis, l'abréviation est RAC, donc la reconnaissance des acquis, c'est vraiment un processus complet qui permet à des gens qui ont un parcours un peu différent. Donc, c'est pas le parcours régulier là, des élèves qu'on accueille régulièrement. C'est vraiment un parcours qui s'adresse premièrement à des personnes adultes et qui sont actuellement sur le marché du travail. Donc, ce que ça leur permet, c'est de prendre un chemin un petit peu différent de par le fait qu'ils ont déjà de l'expérience dans le domaine spécifique dans lequel ils souhaitent étudier, souhaitent obtenir un diplôme. Donc, l'obtention du diplôme, c'est toujours la finalité. C'est toujours le résultat qu'on souhaite pour les gens qui participent à la reconnaissance des acquis. Donc, ce processus-là répond à un besoin spécifique par rapport à des gens qui ont de l'expérience, ce qui veut dire qu'on n'a pas à leur réapprendre ce qu'ils savent déjà. Le processus comme tel, c'est vraiment un processus qui demande premièrement un engagement, c'est-à-dire que la personne, elle souhaite aller de l'avant et pour ça, c'est qu'on doit d'abord monter un dossier. Donc, ça nous prend vraiment de l'information concrète qui nous permet de justifier un petit peu là, la demande qui est faite par notre individu. Et donc, c'est l'ensemble des informations quant à l'expérience de travail. Donc, on demande un CV, on demande aussi des lettres d'employeur, on demande tout ce qui est relatif à la formation de l'individu pour être capable de jeter un œil sur le profil du candidat, pour par la suite l'amener à faire ce qu'on appelle chez nous une auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation, c'est vraiment la partie où l'individu, en fonction d'un document qu'il aura à remplir, va avoir à nous spécifier ce que lui connaît du métier. Donc, suite à ça, c'est ça qui nous permet de faire l'analyse du dossier pour par la suite être en mesure d'amener la personne à faire ce qu'on appelle une entrevue de validation. Donc, l'entrevue de validation, c'est que oui, on a l'information de l'individu, sauf qu'on le confronte à un enseignant ou à ce qu'on appelle, nous, un spécialiste de contenu, pour que là, l'échange permette de prendre position, nous, en tant qu'organisation, sur ce qu'on considère que la personne a déjà comme bagage, puis qui pourrait faire partie, je dirais, de choses qu'il n'aura pas à apprendre, comme je disais tantôt. Donc, une fois que c'est fait, on est capable de dresser un bilan. Puis c'est à partir de ce bilan-là que l'individu va être en mesure de savoir exactement ce qu'il devra faire, en fonction du temps alloué, parce que les individus qui sont sur le marché du travail, l'idée de revenir s'asseoir sur les bancs d'école à temps plein, c'est peut-être pas une alternative qu'ils peuvent envisager. Donc, le fait d'amener ce processus-là à terme, c'est qu'au moins, il est capable de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour intégrer nos formations pour la partie manquante. Puis, un des grands avantages qu'on a
du côté du Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets, c'est que la plupart de nos formations sont en enseignement individualisé. Mais l'enseignement individualisé est vraiment, là, chez nous, là, fort. Donc, c'est pour la plupart de nos DEP, c'est ce type d'enseignement-là qui est desservi. Au niveau de la clientèle à qui la reconnaissance des acquis peut s'adresser, on parlait de les gens qui sont des travailleurs, sauf qu'on voit de plus en plus dans la région ici des gens qui sont issus de l'immigration et donc qui, pour leur part, ont peut-être des formations qui sont faites dans leur pays, sauf qu'au niveau des équivalences, des fois, on n'est pas capable de faire le maillage là, précisément. Donc, ce qui est possible dans le cas de ces individus-là, étant donné qu'ils ont déjà les connaissances, mais qui ne relèvent pas de l'expérience nécessairement, mais qui relèvent d'une formation qui a été faite ailleurs et qui n'a pas l'équivalence au niveau du ministère de l'Éducation du Québec, ça peut être un bel exemple aussi de reconnaissance des acquis. Vous pouvez appeler directement au CFP aussi. Je pense que rien de mieux qu'une bonne discussion parce que moi, la présentation que je fais, parce que c'est un processus qui demande certaines implications. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est, il faut prendre contact, il faut communiquer, il va y avoir des échanges de courriels. Tu sais, tout le côté montage de dossier, bien, tous les éléments vont être demandés, mais souvent, on va partager ça par courriel. Donc, les gens peuvent communiquer directement ou effectivement passer par notre site Web pour en savoir plus. Là. Donc, c'est vraiment un processus qui, en quelque part, peut paraître bien complexe, là, mais si vous avez de l'expérience, si vous pensez que cette expérience-là pourrait être reconnue, venez vous informer, vous allez voir, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant pour vous autres. Puis l'obtention ultime du diplôme, je pense que l'investissement en temps que vous allez y faire, même si des fois il est plus court, va vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Puis ça peut vous ouvrir des portes vers des nouveaux emplois, des nouveaux défis, changement de carrière. On a plein de possibilités là, avec la reconnaissance des acquis. On a 10 programmes de formation professionnelle qui sont offerts. Donc, c'est sûr que la reconnaissance des acquis, quelqu'un qui a de l'expérience dans un métier et qui désire obtenir son diplôme peut passer dans le processus de reconnaissance des acquis dans tous les programmes. Donc, que ce soit en abattage, façonnage des bois, conduite de machinerie lourde en voirie forestière, soudage, montage, secrétariat, c'est simplement de prendre contact avec nous. On va analyser comme il faut l'expérience, on va évaluer l'expérience du candidat, puis regarder avec quelles sont les portions de formation où est-ce qu'on fait seulement faire un examen pour valider si la personne a bien les acquis pour émettre le diplôme. Sinon, bien, il peut y avoir des bouts de formation manquantes pour parfaire, si on veut, le profil de la personne. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on respecte le programme d'études du ministère, évidemment, dans le programme. Ça, c'est le rôle de l'enseignant à ce moment-là. On a plusieurs programmes qui sont en entrée continue. Ça, c'est un gros avantage parce que souvent, les gens qui vont faire la reconnaissance des acquis, c'est des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui occupent un emploi. Donc, ils ne sont pas nécessairement disponibles à temps plein pour venir aux études. Donc, nous autres, en étant en entrée individuelle comme ça, ça permet d'avoir une flexibilité pour offrir aux gens des fois même des parcours où c'est pas nécessairement 30 heures par semaine s'il y a des bouts de formation qui sont manquantes. C'est de venir selon les disponibilités de la personne, là, ce qui est intéressant. On a plusieurs programmes 7 sur 10 qui sont en individualisé. Donc à ce moment-là, c'est facile d'avoir une place pour les gens qui pourraient être intéressés par la connaissance des acquis. C'est vraiment un créneau qu'on va développer davantage au cours des prochaines années au CFP pour rendre ce service-là aux individus, aux personnes qui... Souvent, c'est des gens qui veulent postuler sur des emplois où ils exigent le diplôme. C'est des gens qui ont acquis l'expérience, qui ont intégré des fois le marché du travail puis qui ont appris le métier. Mais des fois, ils veulent changer d'emploi ou même au sein de la même entreprise, ils veulent obtenir des postes plus élevés. Et là, ça demande des diplômes. C'est souvent le profil de gens qu'on va recevoir chez nous. C'est des gens qui travaillent, qui ont de l'expérience, qui sont compétents, mais malheureusement, ils n'ont pas le diplôme. Donc, c'est l'objectif ultime, c'est toujours ça, c'est d'obtenir le diplôme, souvent pour améliorer leurs conditions d'emploi, finalement. La municipalité de Girardville s'est dotée d'une nouvelle glissade extérieure. Le maire Vincent Becker en a fait l'inauguration dimanche dernier. Petit détail, l'inauguration d'aujourd'hui, là, ça va être possible grâce à la contribution du comité de développement de Girardville, l'implication de Patrick Dufour, qui est conseiller numéro 6, qui était porteur de projet, et Abois Concept Martel, quand même un beau travail. On s'entend que c'est une volonté de Girardville de pouvoir avoir une terre d'accueil pour tous les nouveaux arrivants, mais aussi pour ceux qui sont déjà établis ici depuis longtemps. On espère que
cet investissement va avoir une belle pérennité et pourra nous rassurer sur les années futures. Cette année, je vous rappelle, je n'ai pas besoin de vous le rappeler visiblement parce que le 100e a fait quand même beaucoup d'heureux. Au mois d'avril va se lancer les festivités, donc je vous invite tous en grand nombre à venir. Pour finir là-dessus, je vais couper le ruban, je vais inaugurer cette belle glissade. J'espère que tout le monde aura le loisir de s'amuser de 0 à 90 ans. Je vais vous inviter à tous faire une belle première glissade. Une étude commandée par Récif 02 et menée par Segment Recherche a dévoilé les préoccupations en matière de santé chez les femmes de la région. Pour en parler, je me suis entretenue avec Lynn Renaud de chez Récif 02 et Marc Bouchard de chez Segment Recherche. En fait, il y a un gros plan tout d'abord. Il y a un gros plan en santé et bien-être des femmes qui est sorti en décembre l'année dernière, en décembre 2020. Et suite à ça, c'est un plan de 4 ans. Suite à ça, le CIUS, c'est chaque région gère son... ça a été poussé dans chacune des régions, finalement, pour que le plan s'adapte aux réalités de chacune des régions. Dans notre région à nous, c'est le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien sûr, qui coordonne ce gros plan-là. Et ça dure 4 ans, comme je l'ai dit. Mais pour l'année 1, on nous a confié le mandat de la mesure 5, qui est de concerter la population. Alors, on a formé tout d'abord un groupe de une dizaine de femmes, un comité qu'on a appelé le comité aviseur. C'était des femmes de tout horizon. Il y en avait des centres d'hébergement pour femmes, les associations des femmes pré-retraitées et retraitées. Fait qu'il y en a vraiment la diversité 02. Fait qu'on avait des femmes un petit peu dans plusieurs secteurs. Puis, on voulait établir, en fait, ce qui nous est demandé, c'est d'établir un plan d'action pour le CIUS pour poser des actions pendant les 4 années. Fait que nous, on s'est comme consulté un bout. Après ça, on a commis nos limites un peu avec ça. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire un sondage, puis aller sonder vraiment au-delà de juste le comité de 10 femmes, puis sonder à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est là que l'idée du sondage nous est venue. On est allé en appel d'offres et c'est Segment Recherche qui ont gagné haut la main. Ils sont de la région, puis en plus, ils nous offrent un très, très beau produit. Puis, quelque chose que Marc va vous expliquer un petit peu plus à fond tantôt, ça nous donnait aussi la possibilité d'aller faire le sondage sur le terrain nous-mêmes pour d'aller rencontrer les femmes qui sont plus difficilement rejoignables. Là. On voulait, comme entre autres, aller questionner les femmes. Puis le sondage, c'était vraiment quelles devraient être les priorités en santé et bien-être des femmes pour le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les 4 prochaines années. Alors, c'est un gros sondage qui a été concocté. Il y avait une 50aine de questions. Marc va pouvoir vous répondre plus concernant ça. Mais on a vraiment été sur le terrain pendant 2 semaines et Segment Recherche, de leur côté, eux autres ont fait une cueillette de données, là, terrain, téléphonique, tout ça aussi. Le but, c'était entre autres là, de donner des pistes d'action au CIUS là, pour pouvoir répondre aussi à savoir, dire qu'est-ce qu'on devrait faire pendant les 4 prochaines années. Oui, et là, je sais que, bon, on ne peut pas parler de tous les résultats en détaillé, mais peut-être, Marc, nous expliquer un peu, là, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est ressorti du sondage? Bien, premièrement, je vais commencer par vous dire que, comme Lynn l'a dit, le but, c'était à la fois d'aller chercher un portrait global de la population et aussi d'aller voir des clientèles qui sont plus spécifiques. Donc, c'est pour ça que le sondage qu'on a monté, on avait une partie qui était le sondage populationnel traditionnel. Fait qu'on prend un échantillon qui est représentatif des femmes de la région, puis on mesure leurs priorités, leur situation et tout ça. Et ce qu'on a fait pour ajouter à ça, c'est qu'on a on a fait un deuxième volet au sondage. C'est un sondage qui faisait des clientèles plus spécifiques. Donc, le but, c'était d'aller chercher des gens dont la proportion dans la population est comme plus faible. Fait qu'on a de la misère à aller chercher avec un grand sondage. On pense aux femmes autochtones, aux minorités visibles, aux femmes issues de l'immigration, par exemple. Fait que ça nous a permis de couvrir vraiment large tout en allant chercher des clientèles spécifiques. Puis ce qu'on trouve, premièrement, les priorités des femmes, il y a 3 grandes choses qui sont dégagées au sein de la population, qui sont l'accès aux soins de santé, la prévention puis la lutte contre la violence conjugale et les agressions sexuelles, et troisièmement, l'accès aux soins de santé mentale. C'est les 3 plus grandes priorités que les femmes veulent qu'ils soient traités par les décideurs de la région. Puis ce sondage a permis de l'établir assez clairement. Il y a aussi d'autres priorités qui sont plus spécifiques,
qui reviennent dans certains sous-groupes. Là, on pense notamment aux jeunes de 16 à 24 ans et aux femmes qui s'identifient en tant que minorité sexuelle. Bien, pour eux, encore plus, la santé mentale est importante et la lutte contre les violences sexuelles. On est aussi allé regarder justement ce que les femmes autochtones, les femmes issues de l'immigration pensent, puis on remarque qu'il y a quand même une certaine cohérence. Mais certains sous-groupes, là, il y a vraiment la santé mentale puis la lutte contre les violences sexuelles sortait beaucoup au sein de certains sous-groupes. Ça, c'est un constat qu'on a aussi. On a aussi tracé un portrait de l'état de santé des femmes et de l'évolution que ça a eu pendant la pandémie. Puis quelque chose qui est ressorti beaucoup, c'est que si en général les femmes trouvent qu'ils sont dans un bon état de santé puis qu'ils sont satisfaits de leur santé mentale aussi, bien, le portrait est un peu plus mitigé quand on regarde certains sous-groupes. On pense notamment, là, un des principaux constats qu'on a fait sur l'état de santé des femmes, c'est auprès des jeunes femmes. Les jeunes femmes évaluent leur santé mentale comme beaucoup moins bonne que les femmes en général. Et c'est vraiment impressionnant. Là, on a environ le 2/3 des femmes qui sont de 16 à 24 ans qui disent que leur santé mentale s'est dégradée pendant la pandémie. C'est quand même une proportion qui est importante. Puis avec ce que ça amène, on sait les jeunes femmes, ils rentrent sur le marché du travail, ils rentrent à l'université, au cégep, c'est des changements, on s'ouvre sur le monde. On s'attendait évidemment que la pandémie soit plus dure pour ces personnes-là, mais c'est vraiment à un niveau qui est très, très impressionnant que la pandémie était difficile pour les jeunes femmes. C'est la même chose pour les femmes qui s'identifient comme minorités sexuelles. Effectivement, ça peut être assez... On voit vraiment les impacts de la pandémie, on s'en doutait un peu, mais de le voir comme ça, chiffré... Ça marque un peu. Et puis, j'imagine aussi que ces résultats-là, Lynn, vont peut-être enligner vos actions là, pour les prochaines années. Tout à fait, c'était ça le but. En fait, nous, on a reçu du CIUS le mandat pour l'année 1 seulement. L'année 2 sont allés en appel d'offres, mais pour l'année 3 et l'année 4, et peut-être dans le futur plus loin aussi, bien, ils vont se fier un peu à ce que les femmes veulent pour d'abord travailler là-dessus. J'imagine qu'il n'y avait pas tant de surprises que ça, entre autres pour l'accès aux soins de santé. Là. On s'en attendait tout un peu que ça allait sortir très fort. Par contre, là, au niveau de la santé mentale chez les jeunes femmes de 16 à 24 ans, ça nous a un peu surpris. Mais les personnes qui sont sur le terrain, qui travaillent dans ces domaines-là, elles n'étaient pas surprises. Elles disent qu'il y a quelques années, c'était les femmes de 40 ans, divorce, tout ça, c'était leur clientèle, c'était ça qui constituait leur clientèle. Mais que maintenant, depuis la pandémie, puis il y a d'autres choses qui ont joué aussi, notamment une certaine loi avec des produits qui ont été rendus légaux. Ça a fait chuter, ça a fait, entre autres, ça a beaucoup augmenté les problèmes chez les jeunes. Ça a ressorti. En fait, c'est au gré des discussions puis tout ça qu'on analyse un peu tout ça. Puis Marc est arrivé avec ça. Puis moi, ça m'a vraiment saisi. Comme je pense que ça l'a saisi lui aussi parce que ça a vraiment ressorti très, très fort. Puis ce qui nous comptait aussi, Marc, des fois, là, on coupe court un peu, mais je trouvais ça intéressant aussi. Tu avais eu des questions, Marc, pendant le dévoilement des réponses du sondage. Il y a des gens qui demandaient s'il y avait des différences marquées entre les gens qui venaient, mettons, de Chicoutimi ou que la ville ait une population plus concentrée par rapport à des personnes qui vivent plus en milieu, en campagne. Bien, effectivement, comme Lynn le dit, on a regardé, parce que l'idée, c'était aussi de tracer un portrait. Est-ce qu'il y a des différences selon les régions, selon les groupes d'âge, selon les différentes perspectives de vie que les femmes vivent? Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas énormément de différences. Il y en a, là, comme je l'ai parlé, des jeunes femmes qui ont plus de difficultés avec la santé mentale, mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que le portrait est relativement uniforme, là. Les femmes du Haut-du-Lac n'ont pas une perspective qui est si différente que ça de celle du coin d'Alma ou du Saguenay. Là. Fait qu'il y a, ce qui est quand même une bonne nouvelle, ce qui signifie que les femmes, peu importe où ils sont dans la région, ils ont quand même une bonne entente de savoir c'est quoi les priorités. Là. Il n'y a pas de divergence importante entre la région. Fait que les femmes sont assez unies dans les opinions qu'elles expriment face aux priorités en santé et en bien-être. Tout à fait. Et ces résultats-là, j'imagine, ont été transmis là, du côté du CIUS là, pour qu'ils puissent en prendre connaissance, mais c'était aussi transmis au public. Donc, peut-être que ça va inspirer aussi et enligner d'autres organismes là, qui viennent en aide aux femmes.
Bien, c'est ce qu'on espère, en fait. Puis les résultats même, ils ont été dévoilés. Là. Ils sont sur le site Internet de Récif. C'est le www.récif02.com. Vous allez dans Enjeux féministes, santé des femmes, et tout est là, autant le rapport complet que le rapport de la présentation. Vous avez tout le PowerPoint qui est là. Vous avez même la vidéo de la journée où on a présenté les résultats. Alors, on espère, en fait, que d'autres organismes vont saisir le POC puis qui vont continuer là-dedans. Là. On a monté une première marche qui est importante à monter. À un moment donné, il faut que quelqu'un s'enligne là-dessus. Mais après ça, on espère que ça va être repris puis que les gens vont s'en servir comme un outil de travail parce que c'est un outil sérieux. Là. On peut déjà, c'est pas quelque chose qu'on a fait maison, tout ça. Là. On est vraiment allé avec des experts qui s'y connaissent puis que chaque question a été vraiment étudiée. Fait que donc, les organismes peuvent vraiment se fier à ça pour continuer le travail et que ça devienne un outil de référence, en fait. Si je peux ajouter à ça, que ce qui est le fun aussi avec un outil comme ça, comme on en parlait tantôt, c'est que ça vient vraiment chiffrer des problématiques, ça vient chiffrer des enjeux, ça vient donner des données précises. Puis, il y a beaucoup d'organismes, justement, qui vivent des choses sur le terrain, puis qui rapportent, justement, ça à d'autres organismes ou au CIUS ou aux décideurs publics. Bien, quand on arrive avec quelque chose de chiffré pour le soutenir, bien, ça peut donner plus de poids à leurs arguments, surtout quand ça vient corroborer ce qu'ils vivent sur le terrain. Puis, effectivement, il y a beaucoup d'informations qu'on est allé chercher par ça, qu'on peut aller, on en parle en surface, mais il y a beaucoup de données. Puis, sur le site de Récif 02, j'invite les femmes et aussi les hommes que ça intéresse à se rendre sur le site pour analyser les données. Il y a beaucoup d'informations qui vont vous intéresser. Bien, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant. C'est le fun de voir aussi justement qu'il y a un intérêt qui est porté là, envers le bien-être, la santé des femmes et leur opinion là-dedans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on invite, là, comme vous le dites, les gens à aller consulter eux-mêmes les résultats s'ils en ont envie. Et on vous souhaite bonne continuité là-dedans. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.